Voici Marina Abramovic, une artiste performeuse serbe qui aime montrer les limites du corps et les possibilités de l'esprit. Elle a été pionnière d'une nouvelle notion d'identité en se concentrant sur l'affrontement de la douleur, du sang et des limites physiques du corps. Jetons un œil à son travail. En 1996, Abramovic a présenté Spirit Cooking, un livre de cuisine avec des recettes aphrodisiaques essentielles, dont certaines nécessitent de mélanger du lait maternel frais et du sperme. Quand Wikileaks a publié cela, ça a vraiment attiré mon attention. Cuisine spirituelle. A ensuite pris la forme d'un divertissement lors de dîners. En 1996, Abramovic a présenté Cuisine spirituelle, un livre de cuisine avec des aphrodisiaques essentiels. Des recettes, dont certaines nécessitent de mélanger du lait maternel frais et du sperme. Quand Wikileaks a publié cela, ça a vraiment attiré mon attention. Le Spirit Cooking a ensuite pris la forme d'un divertissement lors de dîners pour ses donateurs et amis. Le lien avec le cannibalisme est évident. De plus, Abramovic est apparu dans les emails Podesta qui ont fuité. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? J'ai découvert cette photo d'Abramovic et de John of God. Exactement, le même guérisseur brésilien qui a récemment été arrêté et inculpé pour de multiples enlèvements, abus, viols, trafic d'enfants et meurtres. Le même guérisseur personnel de Bill Clinton. Cette photo est particulièrement intéressante pour les spectateurs néerlandais. Avant que Willem-Alexander ne devienne roi des Pays-Bas, sa mère Béatrix était sur le trône. Elle assistait régulièrement aux performances d'Abramovic. Lors de cette occasion particulière, elle portait une broche qui ressemble à une part de pizza. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais voyons voir. Voici Maxima Vorogita, née en Argentine et aujourd'hui mariée à notre roi, Willem-Alexander van Oranje-Nassau, fille du défunt Roré Zorreguita, qui a été ministre sous la dictature de Roré Videla pendant la soi-disant guerre sale. Maxima avait 4 sœurs et 2 frères. L'une de ses sœurs est Dolores, une artiste qui est venue aux Pays-Bas en 2005 pour exposer son travail. L'exposition s'appelait Love Romance. Regardez par vous-même. Est-ce que c'est moi ou bien c'est complètement fou? Pour moi, cela ressemble à un appel à l'aide d'une femme profondément traumatisée. En juin 2018, la sœur cadette de Maxima, Iné, a été retrouvée morte dans son appartement, pendue avec une écharpe à une poignée de porte. Les poignées de porte se sont révélées mortelles pour pas mal de gens ces derniers temps. En d'autres termes, il ne s'agirait pas d'un suicide, mais d'un meurtre. Iné Zorreguita était-elle sur le point de révéler des secrets sur la Kabbale? Est-ce pour cela qu'elle a été réduite au silence? Est-ce possible? Jetons un œil à d'autres victimes de poignées de porte. Numéro 1, Lauren Scott,
créatrice de mode et ancienne compagne de Nathan Rothschild, l'une des familles les plus riches du monde. Selon son compagnon de longue date, Mick Jagger, Lauren n'était pas suicidaire. Numéro 2, Chris Cornell, chanteur principal des groupes de rock Soundgarden et Audioslave. Selon sa famille, il souffrait de dépression à cause des abus sexuels qu'il avait subis dans son enfance. Lui et sa femme ont fondé la Chris et Vicky Cornell Foundation pour soutenir les enfants victimes de maltraitance et de négligence. Lui et son meilleur ami, Chester Bennington, travaillaient à révéler un réseau pédophile d'élite. Cornell était également le principal soutien financier du documentaire The Silent Children sur le trafic sexuel d'enfants. Après sa mort, le projet a été annulé. Selon sa famille, Cornell n'était pas suicidaire au moment de sa mort. Un détail intéressant qui contredit la thèse du suicide est la présence de sang sur sa tête et sur le sol. Cornell a-t-il été tué par un coup à la tête, une strangulation avec sa ceinture d'exercice? Numéro 3, Chester Bennington, meilleur ami de Chris Cornell et chanteur principal de Linkin Park. Il est mort 2 mois après Cornell. Bennington souffrait également de dépression, ayant été victime d'abus sexuels dans son enfance par un ami de la famille. Selon certaines sources, cet ami serait John Podesta, un acteur clé dans l'affaire Pizzagate. Et quand on observe la ressemblance frappante, Podesta pourrait bien être le père biologique de Chester. Lorsque Chester avait 9 ans, son père a quitté la famille après avoir découvert que le garçon n'était pas son fils. Podesta était-il à la fois l'ami de la famille pédophile et le père biologique de Chester Bennington? Est-ce une coïncidence si le logo de son groupe ressemble à une version brisée du symbole des amateurs de jeunes garçons? Numéro 4, Tim Bergling, alias Avicii, DJ, musicien et producteur de disques suédois de renommée mondiale. Selon les premières informations concernant son apparent suicide, Bergling se serait pendu à une poignée de porte. Par la suite, le récit a été modifié, il s'agirait de coupures auto-infligées avec une bouteille de vin cassée, ayant entraîné une hémorragie massive et mortelle. Il a fallu presque 2 semaines pour que cette version officielle soit publiée. Le clip vidéo de Bergling de 2015, For a Better Day, montre clairement et de façon choquante le trafic sexuel d'enfants. À la fin du clip, on découvre que Bergling incarne le rôle du garçon abusé, désormais adulte et prêt à se venger de ses agresseurs. A-t-il réellement vécu ces horreurs durant son enfance? A-t-il été assassiné pour avoir révélé cela au grand jour? La famille de Bergling pense qu'il s'est bien suicidé, mais sa petite amie a exprimé ses doutes. Numéro 5, Annabelle Nielsen, ex-femme de Nathan Rothschild, qui a également perdu Lauren Scott par pendaison. Vous vous souvenez? Selon sa famille, elle est morte d'une attaque cérébrale, mais selon des amis, elle a été retrouvée pendue à une poignée de porte avec une écharpe. Numéro 6, Aaron Swartz, programmeur informatique et militant pour la liberté sur Internet, pour laquelle il a fondé demain Progress et Reddit. Il est mort après avoir piraté le MIT Digistore. Swartz a été arrêté et inculpé de fraude informatique. Cependant, une semaine après son prétendu suicide, il est apparu que Swartz avait transmis les documents piratés à Wikileaks. On ne peut que spéculer sur le contenu de ces documents. Numéro 7, Kate Spade, créatrice de mode américaine. Spade a mené des délégations en Haïti pour l'initiative No Selling de la Fondation Clinton, visant à soutenir les femmes et les filles dans le monde entier. Haïti est l'un des principaux foyers de trafic d'enfants dans le monde et nous avons déjà vu l'implication des Clinton dans la partie 4. Qu'est-ce que Kate Spade savait qui aurait conduit à sa mort? Pourquoi son mari, Andy, est-il apparu en public 2 jours après sa mort en portant un masque de rat? Kate était-elle sur le point de balancer, de trahir les Clinton?
Andy Spade a-t-il été forcé de porter ce masque comme avertissement à d'autres qui pourraient vouloir balancer? Numéro 8, Anthony Bourdain. Chef célèbre, animateur télé et auteur. Bourdain a critiqué ouvertement Hillary Clinton à plusieurs reprises. Il s'est exprimé fermement contre la mondialisation et espérait profondément qu'Henry Kissinger soit dénoncé pour les crimes de guerre qu'il a commis. Bourdain s'était rendu sur l'île des pédophiles en Haïti pour tourner un épisode de son émission « Nos réservations ». Un mois avant sa mort, il a publié un tweet public à propos de la colère intense et profonde d'Hillary Clinton qu'il avait subie personnellement, suivi d'un autre message, encore plus explicite et révélateur, qui a attiré l'attention de beaucoup. Et puis Bourdain est mort de façon soudaine et inattendue. Alors, à quoi avons-nous affaire ici? Le monde est manifestement devenu fou. Nous avons déjà assisté à la normalisation de la pédophilie. Maintenant, l'élite va encore plus loin, en vénérant le diable et en banalisant le cannibalisme. Vous ne croyez pas? Regardez ça. Est-ce vraiment les signes du diable? Bon, oui. Voici Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, faisant exactement le même signe, la même église de Satan que Chelsea Clinton apprécie tant. Le pentagramme inversé contenant la créature cornue, plus la croix inversée, tout y est. Donc, nous avons Satan. Nous avons du sang. Nous avons des parties du corps. Nous avons le cannibalisme. Des statues de Moloch, une représentation du diable, surveillent désormais plusieurs villes américaines. Et tout récemment, une nouvelle a été installée à Rome. Revenons à la famille royale néerlandaise et voyons jusqu'où va cette folie. Vous avez déjà rencontré le roi Willem-Alexander et sa magnifique épouse argentine, Maxima. Ils ont tous les deux des pères très intéressants. Le père de Maxima, Roré Zorreguieta, était ministre de l'Agriculture sous le régime du général Roré Videla, un dictateur militaire qui a dirigé l'Argentine de 1976 à 1981 et qui était responsable de l'enlèvement, de la torture et du meurtre d'environ 30 000 personnes. En tant que membre du gouvernement Videla,
Borghitta devait forcément être au courant des atrocités, mais il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de la soi-disant guerre sale. En 2006, Borghitta a de nouveau été discrédité lors d'un procès contre la direction de la Banco Repubblica pour blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue et d'armes. Borghitta siégeait au conseil d'administration entre 1986 et 1996, période où la banque a conclu d'importants accords avec les cartels de la drogue. Mais une fois de plus, il s'en est sorti indemne grâce à la corruption et au pot de vin. Sa fille, Maxima, n'a rencontré Willem Alexander qu'en 1999 en Espagne. Du moins, c'est la version officielle, ce qui est étrange puisque la famille royale néerlandaise connaissait les Borghitta depuis des générations. Pourquoi ont-ils menti à ce sujet? Le prince Bernard, le grand-père de Willem Alexander, fréquentait l'Argentine et les Borghitta même avant la Seconde Guerre mondiale. Les deux familles possédaient une résidence de vacances à Bariloche, une station de ski fréquentée principalement par des visiteurs et des habitants allemands. En réalité, Bariloche était un repère nazi où de nombreux conseillers et scientifiques nazis se sont installés lors de l'opération Paperclip. Opération Paperclip. Un programme des services secrets dans le cadre duquel plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands ont été emmenés d'Allemagne aux États-Unis pour y être employés par le gouvernement, principalement entre 1945 et 1959. Nombre d'entre eux étaient d'anciens dirigeants du parti nazi. À l'école, on m'a appris que tous les dirigeants nazis avaient été condamnés lors des procès de Nuremberg, que justice avait été rendue. Mais saviez-vous que seulement 10 nazis ont été pendus et que seulement 7 sont allés en prison? C'est tout. Les grands procès de Nuremberg, seulement 17 personnes concernées? Aviez-vous vraiment cru, comme moi, qu'ils avaient tous eu ce qu'ils méritaient? Eh bien, détrompez-vous. Ils avaient bien trop de connaissances. La plupart ont été accueillis à bras ouverts. L'OTAN, la NASA, tous les adoraient. De nombreux SS, scientifiques et ingénieurs ne sont pas allés aux États-Unis, mais plutôt en Amérique du Sud, surtout après leur retraite. L'Argentine était très prisée parmi eux, en particulier la Patagonie habitable, où ils étaient à l'abri des chasseurs de nazis d'après-guerre. Bariloche était un de ces endroits. De grands non-nazis, comme Erich Priebke, responsable et acteur direct du massacre de 335 hommes et garçons italiens en 1944. Reinhard Kopp, officier SS qui a aidé de nombreux nazis à fuir vers l'Argentine après la guerre. Joseph Mengele, l'ange de la mort du camp d'extermination d'Auschwitz, où il a mené d'horribles expériences sur des enfants. Et Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de l'Holocauste, ont tous vécu à Bariloche. Plus tard, ce fut la station de ski préférée de la famille royale néerlandaise et des Borghitta. Le père et le grand-père du roi Willem Alexander étaient tous deux allemands. Tous deux faisaient partie du mouvement nazi. Klaus von Hansberg, le père de Willem Alexander, était membre des jeunesses hitlériennes. Ses parents étaient des participants actifs au Nsdap d'Hitler. Lorsque le journaliste Wim Klankenberg a écrit un article sur le passé nazi du prince Klaus dans le magazine Panorama de décembre 1965, le premier ministre néerlandais Kool s'est personnellement intervenu. Il a été informé du contenu de l'article, dans lequel des preuves claires étaient présentées, contredisant totalement la version officielle concernant le passé de notre prince. Kool a ordonné la destruction des 420 000 exemplaires du magazine qui venait tout juste d'être imprimés. Des preuves compromettantes, des documents, des lettres, etc., contre la famille royale néerlandaise ont été volées au domicile du journaliste Klankenberg. Le peuple néerlandais ne devait pas découvrir la face sombre de la famille royale. Le grand-père du roi Willem Alexander, Bernard von Lipp-Biesterfeld, était membre du Nsdap d'Hitler, de la SA et de la SS, où il a servi dans la cavalerie d'élite de Himmler, la SS équestre.
Lors des procès de Nuremberg, la SS équestre fut la seule division à ne pas être poursuivie, afin que Bernard von Ipp-Biesterfeld, alors marié à la reine Juliana d'Orange-Nassau, reste à l'abri de toute poursuite et de tout examen. Vous rendez-vous compte du pouvoir qu'a dû avoir la famille royale néerlandaise pour parvenir à cela? Je me demande combien de Néerlandais sont au courant de cela. À l'école, on m'a appris que Bernard était un héros de guerre, qu'il avait servi les services secrets britanniques, qu'il avait même voulu que les 200 SS néerlandais soient exécutés à la fin de la guerre. Qu'est des mensonges? Lors de son mariage avec la reine Juliana, on a demandé à l'orchestre de jouer le chant nazi d'Innsdap. Le chef d'orchestre, Peter Van Anrooy, a refusé, tout comme certains musiciens. Mais Bernard a fait en sorte que cela se produise. La chanson a été jouée, de nombreux invités ont fait le salut nazi et les musiciens qui avaient accepté de jouer le morceau ont ensuite été récompensés par une médaille. Pendant la guerre, Royal Shell a offert gratuitement des millions de tonnes de pétrole brut à Hitler, un accord mis en place par le prince Bernard. Le pétrole brut a servi à alimenter les chars nazis pour envahir et conquérir les Pays-Bas. Le peuple néerlandais a été livré aux nazis par sa famille royale. La plupart des Néerlandais ignorent totalement cela, même si ces faits sont assez faciles à trouver dès qu'on commence à chercher la vérité. On ne nous l'a tout simplement jamais dit. Bernard était corrompu jusqu'à la moelle. Il a accepté un important pot de vin, 1,1 million de dollars, de la part de Lockheed en 1976. Il a été critiqué pour avoir été président du Fonds mondial pour la nature et du Prince Bernhard Nature Fund tout en étant un chasseur passionné et un tueur. Nous reviendrons dans un instant sur les parties de chasse de Bernard. Bernard était un coureur de jupons notoire. Les femmes de chambre des palais royaux étaient terrifiées par lui et savaient très bien qu'elles devaient garder leurs portes fermées à quai la nuit. Il a eu plusieurs enfants illégitimes, dont 2 qu'il a officiellement reconnus, Alexia et Alicia. Petit détail croustillant, la mère d'Alicia était la fille de la pilote d'essai nazi Anna Retsch et de Werner von Braun. C'est bien ça, le scientifique nazi spécialiste des fusées qui a été accueilli par les États-Unis en 1945 lors de l'opération Paperclip pour poursuivre ses travaux pour la NASA. Werner von Braun et Bernard avaient tous deux servi dans la cavalerie de Himmler, la SS équestre. Ils se connaissaient depuis très longtemps. En 1952, Bernard a rendu visite à son vieil ami Werner, a profité de sa fille et l'a laissée enceinte. Après cela, il n'était plus en contact avec la mère de son enfant illégitime, comme il l'a lui-même dit. Bernard était un SS bien plus puissant que la plupart des gens ne le pensent. Avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, il a entretenu et préservé ses contacts et amitiés avec d'autres officiers SS, aussi bien en Argentine, où il se rendait lors de soi-disant missions commerciales pour les Pays-Bas, qu'en Allemagne, ce qui a toujours été nié par la famille royale et l'agence centrale de renseignement néerlandaise. Bernard a également fondé le groupe Bilderberg, où des dirigeants politiques et industriels se réunissent une fois par an pour discuter, et bien, même, personne ne sait vraiment car c'est extrêmement secret. On ne peut faire partie de ce groupe exclusif que sur invitation. Lorsque le Premier ministre l'un a tenté d'entrer à la conférence en 1977, il a littéralement été expulsé. Il y a une chose sur laquelle tous les chercheurs s'accordent, le groupe Bilderberg est sans aucun doute une cabale. Il y a encore une chose pour laquelle Bernard était connu, et c'est là que ça devient vraiment sordide. C'est la principale raison pour laquelle j'insiste autant sur notre famille royale, et c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Venez vite à la partie vite.